Bonjour Frédéric Douin. Vous êtes éditeur, vous êtes libraire, et avec vous, on va parler de numérisation, d'intelligence artificielle, et puis surtout d'amour des livres, et notamment d'amour des livres anciens, et puis d'un parcours qui n'est pas un parcours linéaire, qui est un parcours un peu accidenté. Vous nous raconterez les péripéties de ce parcours. Mais alors d'abord, on va commencer par cet amour des livres anciens. Vous n'êtes pas de là, vous? Bonjour Patrice, effectivement, je ne viens pas du tout de là. Je suis né dans une petite ferme de campagne dans le Loir-et-Cher, dans le nord du Loir-et-Cher, un petit village de 800 habitants. Ouais. Et puis, voilà, dans ma jeunesse, c'est les débuts de l'informatique, les débuts de la micro-informatique. Hein. J'étais au lycée à Vendôme, et on commençait à trouver dans les kiosques des revues qui parlaient de micro-informatique. Je me suis passionné. Et puis, j'ai voulu en faire ma formation, et donc je suis monté sur Paris pour faire une formation d'informaticien, de technicien de maintenance informatique. Et puis voilà, je suis resté toute ma carrière sur Paris. Bon, j'ai évolué à différents postes, bien sûr. Et puis, dans les années... c'est jusqu'aux années 2002, hein, exactement. Oui, jusqu'aux années 2000, oui. Ouais. Jusqu'aux années 2000, où je travaillais pas loin de la Défense. Et en bas de l'immeuble, il y avait un petit libraire en livres anciens, un monsieur âgé, qui avait plus de 80 ans, qui avait une petite librairie de livres anciens. Et donc, dès que j'avais 5 minutes, une pause, le midi, j'allais découvrir chez lui. Il m'a fait découvrir un peu ce monde fabuleux du monde du livre ancien. D'où c'est venu cet amour du livre ancien? Vous l'aviez avant, ou c'est la rencontre de ce libraire? Ah non, pas du tout. Hein, pas du tout. C'est vraiment la rencontre de ce libraire. C'est vraiment la rencontre, presque plus de l'objet que du contenu. D'accord. C'est plus l'objet qui m'a passionné, parce que c'est plus proche de l'Antiquité, des antiquaires, que réellement de la littérature en tant que telle, parce que le contenu, on trouve de tout. C'est ça qui est fabuleux. On trouve de tout. Et moi, j'ai connu d'ailleurs des libraires de livres anciens qui étaient attirés plus, en effet, par l'objet que par le contenu. Oui, parce que l'objet va à des extrêmes incroyables. Parce qu'on a des ouvrages, on a des livres qui ont été des livres de créateurs, on a des livres de grosse production, on a surtout des livres d'érudition qui à l'époque étaient quand même la base de tout, puisque sans livres, on ne pouvait pas apprendre. Vous avez d'ailleurs tout à l'heure de montrer quelques-uns des livres que vous publiez. Alors, on arrive, c'est ça, au début des années 2000, et là vous vous dites, c'est ma passion, quoi. Allez, je vais y aller. Oui, puis en fait, il se passe un événement il y a toujours des événements déclencheurs dans la vie, des fois. Il y a un plan social, c'est ça? Alors, il y a un plan social, mais avant le plan social, en fait, la librairie de mon petit bonhomme, la ferme. Ah oui. Il n'y a plus personne. Pendant des semaines, plus personne, il n'ouvre plus. Et là, je m'inquiète, je me dis, mince, j'ai pas ses coordonnées et tout, il s'est passé un problème, quoi. Et puis un jour, effectivement, la librairie est ouverte, c'était son fils. Effectivement, il était décédé brusquement. D'accord. Et donc son fils était là, et comme la librairie était en location, il devait vider. D'accord. Et donc il bradait. Il bradait pour vider, parce qu'il lui restait 15 jours pour débarrasser tout ça. Alors évidemment, ça a été une opportunité incroyable pour moi. J'ai pu acheter des cartons et des cartons de livres que je ramenais tous les soirs chez moi, en poussant tout ça dans une pièce de l'appartement aux grandes dames de mon épouse. Et puis la cave était pleine. Et puis, on est dans les années 2000, 2002, et il y a une plateforme de vente aux enchères qui fait un buzz incroyable à l'époque. Alors, je ne sais pas si je peux la citer. Oui, bien sûr. C'est de l'info. C'est une plateforme qui s'appelle eBay, qui est un peu désuète maintenant, qui est beaucoup moins utilisée maintenant. Oui, mais à l'époque, c'était phénoménal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais absolument. Tout le monde commençait à se dire... On pouvait acheter ce qu'on voulait en ligne, sur Internet, aux enchères en plus. Alors, on pensait faire des affaires, on enchérissait et tout. Et donc, du coup, j'ai commencé à vendre, et je me suis rendu compte que, génial, ça se vendait facilement. Et puis là, effectivement, les livres se vendaient facilement. Ah ouais, c'était incroyable. Mais quand même, vous dites, je voudrais une librairie. Vous ouvrez quand même une petite librairie à la Salle Saint-Cloud, c'est ça? Alors, en fait, effectivement, je bénéficie d'un petit plan social dans l'entreprise où j'étais, et je travaillais, parce que il y a eu le krach boursier, des années 2000. Et comme on travaillait dans une entreprise qui dépendait d'un groupe américain qui a fait faillite aux États-Unis, ça a été compliqué. Donc, j'ai pris un petit plan social, et puis là, effectivement, je me suis lancé à mon compte, comme libraire en livres anciens. Donc j'achète, je vends des livres anciens et d'occasion, et j'ouvre une petite boutique en 2004 à Saint-Cloud.
À Saint-Cloud. Saint-Cloud, puisque j'habitais dans le coin. Et alors là, ça c'est le premier pan de votre activité. Et puis, vous venez quand même de l'informatique, hein? Oui. Donc ça va être utile. Bah oui, puisque en fait, rapidement, il existait des plateformes comme eBay pour vendre ses livres. Ouais. Il y avait chapitre.com, il y en avait, il y avait Galaxidion. Enfin, il y avait quand même un certain nombre de plateformes. Pas tellement Amazon, même s'ils avaient commencé, parce que Amazon, c'était quand même une plateforme très orientée pour les objets neufs à l'époque. À l'époque. Et puis, mais il existait des plateformes pour vendre. Mais moi, je me suis dit très rapidement, il faut que j'ai ma propre boutique en ligne, avec mon propre nom de domaine. Et donc, je réserve un nom de domaine qui est quand même un nom de domaine fabuleux, c'est livre au pluriel-ancien au pluriel.fr, qui n'existait pas. Qui était disponible, qui n'était pas pris à l'époque. Ouais. Et donc, je l'ai réservé, je crois, en 2002. Et en 2004, j'avais ma propre boutique en ligne avec mes livres, sous mon nom. Voilà, donc il y a cette petite librairie, plus la vente en ligne. Plus, alors ce qui arrive après, mais qui est quand même très important, plus la numérisation. C'est le début des e-books, quoi. Oui, alors en fait, ce qui se passe, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des déclencheurs dans la vie. Ouais. En fait, pour être libraire en livre ancien, il faut de la documentation. Parce qu'on doit pouvoir savoir que telle édition de d'Alembert est originale à telle date. Ne serait-ce que pour savoir le coût, enfin combien vaut... Le coût, non, parce que les coûts, ça évolue avec le temps. Donc, si c'est rare, si c'est... Mais voilà, la rareté notamment, et puis surtout le fait qu'elle soit complète, qu'elle fait 256 pages, qu'il y a 10 gravures, il y a 10 illustrations à l'intérieur, parce qu'à partir du moment où on veut la marquer, on veut la vendre, il faut la certifier. Il faut certifier qu'elle soit complète, que la reliure est d'époque, et donc on a besoin de documentation. Or, ces documentations, c'est des documentations anciennes. Souvent des très très gros volumes, le Vicaire, le manuel du libraire en 9 tomes de 600 pages, et c'est des documentations anciennes qui valent très cher, qui valaient très cher à l'époque. Elles n'étaient pas encore numérisées par les grandes bibliothèques comme la Bibliothèque nationale de France, et donc elles valaient très cher. C'était le fonds de commerce du libraire. Le libraire, lorsqu'il voulait partir à la retraite, il vendait son fichier client, son stock, éventuellement le passeport de la librairie et sa documentation qu'il avait accumulée, parce que des bibliographies, ça s'appelle des bibliographies qui recensent les livres. Il y en avait énormément, il y en avait qui étaient généralistes, d'autres très spécialisés. Une bibliographie sur la chasse. Et ça, vous le numérisez alors ? Eh bien, du coup, je me suis dit, d'abord, comme elle coûtait cher, j'avais pas les moyens à l'époque. Je démarrais, donc c'était difficile d'investir des milliers et des milliers d'euros dans quelque chose qui ensuite restait et dormait dans les étagères, même si on s'en servait tous les jours. Donc je les ai achetés, et puis je me suis dit, tiens, je vais les numériser. Je me suis acheté un appareil photo haut de gamme qui faisait 8 millions de pixels à l'époque. C'est drôle. Oui, c'est drôle. Parce que maintenant, et page par page, avec un statif de reproduction, page par page, j'ai scanné toutes les pages, des milliers, j'ai dû faire 40 000 pages à l'époque. Quand même un travail de dingue. Et puis après, j'ai indexé tout ça, transformé tout ça en PDF recherchable. Mais voilà, vous êtes un des premiers à faire ça, et ça marche très bien, quoi. Ça marche, disons, ça me rend service, parce que du coup... Non, mais quand même, si, vous faites un gros chiffre d'affaires assez vite. Disons que ça prend du temps, tout est long en fait. Alors j'ai acquis une vraie expérience de numérisation de livres anciens, et donc après, on arrive effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le boom des e-books. Voilà, c'est ça. Par contre, on est déjà arrivé en 2008-2009. Hein. Oui. Donc il s'est passé, mais il faut malheureusement, il faut qu'on avance un peu. Hein. Il s'est passé 3-4 ans, et il y a le boom des e-books, et là, effectivement, je commence à numériser pour d'autres éditeurs. Je commence à numériser pour des éditeurs, donc pour faire fabriquer ce qu'on appelle des e-pubs, donc des livres numériques qui vont sur les tablettes, c'est sur les liseuses. Et là, il y a un vrai boom. Et ça marche très bien pour vous, là. Ça marche très bien. Je monte une autre activité dédiée à cette partie avec un associé. Enfin, ça marche bien. Je commence à m'en sortir financièrement. Ça commence à être bien. Et j'ai des belles perspectives. Je suis ravi. Voilà. Et puis arrive, 2011, je crois ? Fin 2010, ouais. Fin 2010. Novembre 2010, voilà, ce qui arrive malheureusement à des milliers et des milliers de personnes tous les jours. Un malaise, un très très profond mal de tête, vomissement, enfin bon, vraiment pas bien. Bon, un petit parcours médical de quelques semaines pour essayer de diagnostiquer un petit peu tout ça, jusqu'à une IRM du cerveau, cervical. Et là, on se rend compte qu'effectivement, j'ai une clémentine noire dans le cerveau, de la taille d'une clémentine. Ouais, c'était vraiment très gros.
énorme. Et là, comme on dit toujours, le ciel vous tombe sur la tête. Ouais. Parce que de toute façon, vous avez vu le radiologue qui vous montre la radio, qui vous dit « Monsieur, prenez rendez-vous très rapidement chez un neurologue ». Mais quand vous voyez la radio, l'IRM, vous dites « Ok, c'est foutu, quoi. Fini. C'est foutu. » Et là, première étape, on dit « il faut qu'on en sache plus ». Donc on essaie de bloquer des rendez-vous avec des grands spécialistes. Notamment moi, à la Salpêtrière, j'ai réussi à avoir des rendez-vous assez vite. Mais tout de suite, je me suis dit « Purée, t'es foutu. » Je suis plutôt un gars de projet, moi. C'est-à-dire que quand j'ai un projet, j'essaie d'avancer vite et de me consacrer vraiment à ce projet très rapidement et là, vous dites, et là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Voilà. Si jamais je m'en sors pas, je vais pas laisser ça à ma femme. J'ai une boutique à Saint-Cloud qui est pleine de livres, qui est ouverte 2 jours par semaine parce que mes 2 activités me prennent beaucoup de temps. Et du coup, c'est ouvert que 2 jours par semaine, mais c'est bourré de livres. Si je m'en sors pas, je vais pas que ma femme elle travaille. Elle travaille. On a 2 enfants qui n'étaient pas en bas âge, mais enfin qui étaient déjà un peu qui étaient jeunes, quoi. Je me suis dit écoute, là, Fred, ok, faut que tu prennes des décisions, quoi. Donc voilà. Bon, voilà, les décisions sont vite prises. Je ferme la librairie, je brade le stock pour une misère à un libraire qui me les rachète, et j'arrête mes activités. Et puis voilà, j'ai été donc opéré du cerveau. Ça a été plutôt un peu compliqué quand même, 12 heures d'intervention sur le billard. Et puis, mais ça se passe bien. Mais globalement, ça se passe bien, la preuve. Oui. Je suis encore là. Oui, parce que c'est ça, fin 2010. L'opération, c'est février 2011. Bien passé. Donc, il s'est passé 6 mois avant que je commence à retrouver un petit peu de capacité physique. C'était donc long et dur. Il a fallu attendre 3 mois avant d'avoir un peu des résultats sur qu'est-ce que j'avais. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que c'était un cancer, bien sûr, mais plutôt de bas grade, ce qu'on appelle. Donc évolutif, mais peu évolutif, pas trop agressif. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça me donnait un peu de temps. On ne me disait pas combien, on ne m'a jamais dit si je m'en sortirais longtemps ou pas. On m'a dit, écoutez, faut surveiller. On a opéré, on a enlevé les 95%. Il y a des zones qu'on ne peut pas toucher parce que malheureusement, elles sont trop... Sinon, on touche à des zones très sensibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais pas de séquelles. Voilà, pas de séquelles. Pas de symptômes. Et là, vous vous dites, ça va mieux, quoi, au bout de 2 ans, quoi, à peu près. Hein. Voilà, au bout de 2 ans, je commence à reprendre espoir en me disant, les médecins me disent que ça peut durer très longtemps. Ouais. Donc, là, vous dites, je vais reprendre une activité salariée, quoi. Oui, de toute façon, j'ai pas eu le choix. Oui, il fallait bien vivre. Hein. Il fallait bien vivre, donc j'ai repris des activités salariées. Et puis là, je me suis dit, attends, Frédéric, il faut que tu redémarres, quoi. Ouais. C'était il y a quand même cette passion-là qui est derrière. C'était trop bien, quoi. Ouais. C'était trop bien, tu y arrivais, tu commences à t'en sortir, là, on t'a coupé les pattes, mais il faut que tu te relèves, donc il faut redémarrer, quoi. Et là, vous rencontrez aussi un libraire à Paris, qui a un stock énorme. Oui, parce qu'en fait, dans le monde du livre ancien et d'occasion, pour pouvoir vendre, il faut acheter. Ouais. Pour acheter, il faut pouvoir stocker. D'abord, il faut de la trésorerie. Donc, en fait, redémarrer mon activité de libraire en livre ancien, je me suis dit, ça va te prendre 5 ans, quoi. C'est très long. Ça va être très long. Donc, c'est plutôt... il faut que je trouve... J'ai plutôt recommencé mes activités d'édition et de numérisation et de réédition de livres anciens. Parce que ça, c'était plus facile à organiser en parallèle de mon activité salariée. Et puis, donc, je découvre et je rencontre ce monsieur qui était libraire en livre ancien dans Paris, donc rue Bonaparte. Âgé, oui, plus de 75 ans. Et qui avait un stock incroyable. Qui avait une belle boutique dans sa Paris, librairie, et puis chez lui en Bretagne, c'est ça? Mais il avait effectivement des stocks énormes en Bretagne qu'il a accumulé toute sa vie, puisqu'il a fait ce métier. Il a fait ce métier pendant plus de 60 ans. Donc il a commencé comme apprenti à 15 ans, et il avait plus de 75 ans, et il faisait toujours ce métier. Donc il a acheté... Et donc j'ai commencé à travailler avec lui pour l'aider. Et puis vous dites, je rachète très bien le stock, mais c'est hors de prix. Et puis surtout, quand je me suis dit, oui, c'est une vraie opportunité pour moi de redémarrer, c'est de pouvoir au moins racheter une partie de son stock. Et puis on en discute, mais bon, vous savez, quand vous avez travaillé dans ce monde passionnant pendant 75 ans, vous avez à la fois envie d'arrêter et envie de mais vous osez pas vous osez pas prendre cette décision, quoi. Pas confiance dans les autres, comme on a confiance en soi, quoi. C'est compliqué, oui. C'est compliqué. Et donc du coup je négocie, j'essaie d'obtenir des chiffres, des montants, combien.
Combien maintenant Bon, alors on finit par discuter. Des hommes de livres, pas d'argent. Voilà, c'est clair. Et puis... Alors, parce que, pardon, je vous accélère un petit peu. On arrive, il y a les années Covid, évidemment. Là, donc c'est évidemment plus compliqué pour travailler en librairie, etc. Mais vous entendez parler il faudrait quand même un associé. Et vous entendez parler d'une émission qui existe sur M6 qui s'appelle « Qui veut être mon associé », c'est ça Oui, tout à fait. Effectivement, on arrive au premier confinement. Donc, je vous le rappelle, on était bloqués chez soi. On n'avait pas 50, à part Internet et la télévision, peu de loisirs, bloqués. Et effectivement, je regarde la télévision un soir et là, j'ai un de mes frères qui m'appelle et qui me dit « Frédéric, regarde, mets la 6, il y a une émission qui devrait te plaire ». Je dis, je regarde, je bascule, je regarde, et je tombe sur effectivement Qui veut être mon associé. Alors, c'est une émission où effectivement des investisseurs sont sur le plateau. La production a choisi des projets, des candidats. On expose son projet. Et chaque candidat vient exposer son projet en 15-20 minutes. Parfois, ils investissent et ils décident d'investir. Et sur le plateau, en direct, ils décident d'investir ou pas. Ils sont 5. Parfois, ils se chamaillent pour obtenir le deal, ou parfois, ils disent non. Parfois, ils disent non. Ah oui, ça arrive souvent qu'ils disent non. Et je me suis dit, c'est sympa, ça, comme émission. C'est exactement ce qu'il me faut. J'ai tout à fait le profil. J'ai plus de 55 ans. Je ne suis pas un trentenaire technophile. Je parle de livres anciens. C'est pas du tout dans le monde de l'économie actuelle. Et puis, c'est complètement en dehors du monde. C'est un truc original par rapport au projet. Je me suis dit, j'ai une chance sur 1000. Mais c'est ma nature. Je me suis dit, je tente. Alors, il y a eu la période du Covid, donc ça a été un peu retardé. Puis, ça a été super long. Et puis, finalement, après le Covid, vous posez votre candidature et on vous appelle, quoi. En fait, j'ai attendu plus d'un an et demi, puisque avec le Covid, l'émission n'a pas été renouvelée tout de suite. Ça n'a pas eu lieu. Ils ne savaient pas, d'ailleurs, si les audiences seraient assez bonnes pour la reprendre. Voilà, tant qu'M6 n'avait pas décidé de renouveler, de faire une saison 2, ils ne pouvaient pas ouvrir les candidatures. Bon, j'ai attendu un an avant que quelqu'un me dise « Ça y est, les candidatures sont ouvertes, vous pouvez postuler ». Bon. Allez. Et donc j'ai postulé, je me suis lancé. Et là, il y a un des associés qui s'appelle Éric Larchevêque, qui a fait fortune, lui, dans les bitcoins, dans les monnaies virtuelles, quoi. Mais là, vous déflorez tout avant que j'arrive. Ah bon? Ah bah oui, mais après nous, on est pressé un peu par le temps, vous savez. Je sais bien. Non, ça a été très très long, très compliqué, mais c'est une belle histoire que je pourrais raconter un autre jour, clairement. Et puis effectivement, j'arrive la veille du tournage. Oui. Et là, la veille du tournage, je me suis dit, mais Fred, qu'est-ce que t'as fait? T'as été idiot, mais tu vas jamais y arriver. Je suis pas du tout je suis plutôt un vendeur, gars. vous êtes pas. Bon, j'ai fait un peu de commerce dans ma vie quand même, heureusement. Donc, mais bon, quand même. C'est pas facile de se vendre, de vendre sa passion. Et puis surtout, attendez, un plateau de télé, plateau de télévision, vous vous rendez compte, pour quelqu'un qui vient d'une petite bourgade de 800 habitants du nord du Loir-et-Cher, c'est pas possible. Et là, j'ai failli dire, mais je vais pas y aller, quoi. Je vais pas y aller. Puis bon, évidemment, ma famille m'ont dit, attends Fred, t'as pas fait ça pour arrêter maintenant. Pour arrêter au dernier moment, pour faire demi-tour. Et ils m'ont un peu remotivé en me disant, écoute, allez, vas-y, quoi. Et donc je me retrouve effectivement sur le plateau, avec toute une ambiance, parce que bon, bien sûr, c'est un show télé. C'est un show télé quand même. Donc bon, tout ça s'est mis en place. C'est bien fait d'ailleurs. Et effectivement, au montage, il reste un petit quart d'heure, mais en fait, je suis resté quand même pratiquement 50 minutes devant les investisseurs à batailler. Donc ça a été quand même beaucoup plus compliqué que je l'imaginais. Ah oui. Et puis, dans le sens, la présentation. C'est plus long qu'on le voit à la télé. 50 minutes, je suis resté sur le plateau. Donc vraiment des questions, puis parfois un peu sévères, un peu sèches, un peu difficiles. Ils connaissent le challenge. Donc non, ça a été compliqué. Et puis bon, comme c'est un show, donc premier investisseur me dit non, moi les livres... Le deuxième, non. Le troisième, non. Le quatrième se moque de moi, pratiquement. Et puis j'arrive au cinquième en disant, et dans ma tête, je me dis, ça y est, c'est foutu. Fini, c'est foutu. Et puis le cinquième, c'est Éric Larchevêque qui commence par me dire, moi, les livres, c'est vraiment pas mon monde et tout. Mais votre histoire m'a beaucoup touché, m'a beaucoup ému. Et puis je me suis rendu compte que c'était un pari, un vrai pari, quoi. Parce que je leur avais vendu le fait que j'allais reprendre ce million de livres de mon confrère, que globalement je savais à peu près ce qu'il y avait dedans, mais que je n'avais presque aucune idée.
quand même, mais que c'était des achats de livres fabuleux qui avaient été faits depuis 60 ans, et je suis convaincu qu'on allait y trouver des merveilles, bien sûr. Et donc, c'était pour lui, investisseur, c'était un vrai pari, quoi. Je demandais 180 000 €, pas pour acheter le stock, mais essentiellement pour m'organiser, c'est-à-dire prendre un grand local, recruter du monde, parce que traiter 1 million de livres, il faut d'abord aller les chercher. Il faut aller les chercher, il faut les trier, il faut les nettoyer, il faut faire les photos, il faut faire les fiches. C'est quand même beaucoup de travail. Énorme. Et c'était pour m'organiser. C'était pas parce que donc c'était pas pour acheter, parce que j'avais une dealé. Mon deal, c'est avec mon libraire, c'était de dire je prends le stock en dépôt-vente et on partage sur les ventes, ce qui vous fera une retraite, bien sûr. Et voilà. Et donc Éric Larchevêque. Donc tout va bien là. Éric Larchevêque dit oui et me propose donc de signer, de prendre part dans ma société pour me lancer. Évidemment, je suis aux anges et vraiment, c'est génial, quoi. Et puis bon, la vraie vie continue. La vraie vie continue. Quelques semaines après l'émission... Mais quand je dis qu'il y a des accidents dans votre vie, en voilà un. Oui, quelques semaines après l'émission, déjà, le dossier juridique avec mon ami... Oui, c'était un peu plus compliqué que vous ne pensiez. Plus compliqué que je le pensais, parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas vues, donc du coup, il a fallu batailler. Mais l'archevêque vous dit, c'est pas grave, il continue quand même. Mais on continue, il m'encourage. Et puis là, je fais un petit contrôle prostate, que voulez-vous, plus de 55 ans. Petit contrôle prostate, et puis effectivement, on me trouve un cancer du rein. On me trouve une petite chose dans le rein. Et là, après un premier rendez-vous avec un spécialiste, il me dit, écoutez, on fait une biopsie. On fait une biopsie, effectivement, c'est un cancéreux. Donc, monsieur, il faut opérer, il faut enlever un bout du rein. Pas le choix. Bon, donc je fais ça, parce que pas le choix. Je le fais, pareil, je suis arrêté 2-3 mois, parce que le temps que tout ça cautérise un petit peu. Bonne nouvelle, c'est un cancer pas agressif, qui a tendance à revenir, mais on a enlevé tout. Bon, bonne nouvelle. Mais ça m'a encore retardé. Et puis là, on était en août 2022, ou 2023. Non, 2022. On était en août 2022, oui. Excusez-moi, donc on était en août 2022. Bon, ben voilà, donc je reprends les négociations avec mon libraire, on commence à avancer sur les dossiers avec Éric Larchevêque pour finaliser l'apport en capital. Oui. Et puis on arrive en septembre 2022, et là, mon petit contrôle trimestriel au cerveau, puisqu'ils me suivent de très 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 près tous les trimestres, j'ai une IRM cérébrale. Qui ne me rassure pas spécialement, parce que s'il me surveille de si près, c'est que globalement on s'attend à ce qu'il y ait une accélération de la pathologie. Peur, non, chaque fois qu'on va faire ça. C'est une petite épée de Damoclès constamment, parce que c'est vrai que s'il surveille de si près, c'est qu'il y a un risque d'accélération vraiment à tout moment, et il faut pouvoir le détecter vite. Et là, elle me dit, bon, monsieur Douin, elle me dit pas Frédéric, parce que c'est ma nouvelle neurologue, mon ancien est parti à la retraite, un professeur fabuleux qui est parti à la retraite, et ma nouvelle neurologue me dit, monsieur Douin, écoutez, là j'ai une petite évolution d'1 centimètre, c'est quand même important, 1 centimètre en 1 an et demi, c'est pas en 3 mois, c'est 1 centimètre à peine 1 centimètre en 1 an et demi, 2 ans. Elle me dit, écoutez, ça fait 3 ans que vous n'avez pas fait de chimiothérapie, donc là il faut redémarrer. Allez, 16 mois. C'est des chimiothérapies. Et là vous y êtes, Alors ça c'était en 2022. Oui. Donc j'ai fait 16 mois de chimiothérapie pour essayer de bien réduire, et ça a bien fonctionné, ça a bien réduit. Je me suis dit, génial, je vais être tranquille au moins 2-3 ans. Et donc j'ai été tranquille 2023. Et là, 2024, redémarrage, donc nouvelle chimio un peu plus agressive depuis début janvier. Et je suis parti pour 9 mois jusqu'à fin septembre de chimio. Quel courage, d'ailleurs c'est idiot de dire ça, mais on n'a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix, non. Par contre, j'essaie de garder mon activité, parce que je suis quand même tout seul sur mon entreprise. Il y a toujours cette passion, quoi. Vous avez acheté un hangar à J'ai loué un hangar à Péqueuse dans le 91 de 500 mètres carrés. J'ai pu racheter des livres. Tout ça, c'est pendant mon année, mes 2 bonnes années, année et demie à peu près correcte. Donc j'ai acheté beaucoup de livres, j'ai refait ma boutique en ligne, j'ai trouvé des bénévoles. Grâce à l'émission de télé, j'ai trouvé des bénévoles. J'ai ma famille, j'ai une belle-sœur et un neveu qui m'ont trouvé le local, parce c'est juste à côté de chez eux, qui m'aident. Et donc du coup, je suis tout seul salarié sur mon entreprise. Et donc si je travaille plus, j'ai plus de revenus. Oui. Donc si j'ai plus de revenus, je peux plus compenser un petit peu de salaire quand même, parce que la Sécu, bon,
Les indemnités de sécurité sociale, c'est quand même, c'est vraiment faible. Pas énorme, c'est très faible. Donc j'ai pas le choix, quoi. Il faut continuer à avoir un peu d'activité. Alors, donc du coup, j'essaie de travailler 2-3 heures par jour quand même derrière mon ordinateur, faire des fiches. J'ai mon frère qui m'amène des livres chez moi. J'essaie de cataloguer. Donc j'ai 3 semaines un peu compliquées, 2 semaines un peu plus faciles. Voilà, ouais. Donc du coup, j'essaie de travailler un petit peu, mais bon, heureusement, j'ai un stock de vente en ligne, donc je fais plutôt de la promotion, et puis j'ai mes éditions. Oui, alors il y a des mails que vous envoyez à vous. Voilà, donc j'essaie de continuer à garder une activité, un chiffre d'affaires un minimal quand même pour payer au moins le loyer, pour payer tout ça. Et puis j'en profite pour continuer un peu à faire des rééditions de livres anciens, puisque ça, c'est ma grande passion. C'est votre grande passion. Alors, on va y venir. On va finir par ça, d'ailleurs. Mais il y a une chose qui est assez incroyable. Vous disiez donc 1 million de livres. C'est impossible à tout lire, enfin à tout regarder. C'est que vous utilisez déjà l'intelligence artificielle. Alors oui, moi, je suis quelqu'un de technique. Oui. De par mon métier de base. Donc je numérise moi-même, je recompose les livres moi-même. Et là, quand j'ai vu cette révolution, là, il y a quelques mois, de l'intelligence artificielle, notamment de ChatGPT, j'ai tout de suite voulu tester, quoi, parce que moi, j'ai des... Et oui, parce que ça peut dire en rien de temps, qu'est-ce que c'est un livre, qu'est-ce que ça raconte, qu'il a écrit, etc. C'est ça. Alors oui, à partir du moment où l'outil a lu le livre. Oui. À partir du moment où l'intelligence a lu le livre. Oui. Et or, là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas tout lu, bien sûr, puisqu'ils ont lu que des livres modernes, ou ils ont lu des livres très anciens, mais ils n'ont pas obligatoirement lu le livre que j'ai dans les mains, que je voudrais rééditer. Donc du coup, le grand avantage de l'outil, par contre, c'est que je peux numériser le livre, et une fois que j'ai le texte du livre, je donne le livre, je lui donne à lire, pour lui dire, fais-moi un résumé, ou fais-moi une 4e de couverture. Ouais. Et du coup, ça me permet de gagner un temps fou. Gagner un temps fou, quand même. Et or, moi, le temps est important, parce que mon temps est compté. Et donc, il faut que j'aille vite pour essayer de publier un peu plus et puis essayer de faire des belles choses pour vendre un peu et convaincre mes clients de la pertinence de certains livres. Alors, parce qu'il faut qu'on conclue malheureusement, vous avez donc cette activité de libraire, cette activité aussi d'éditeur, et là, vous avez quelques livres. Oui. Vous avez porté... oui, je vous ai apporté quelques échantillons de livres. Alors, je vais commencer par celui-ci parce que... Ah, je le montre. C'est mon préféré. La vie électrique d'Albert Robida. Oui. Alors, c'est quoi? Ça, c'est un livre qui date de la fin du 19e, c'est Alors, c'est un livre qui a été publié en 1890 par Albert Robida, donc qui était auteur, mais qui était surtout dessinateur. Albert Robida, c'est un très, très grand illustrateur. Et vous dites visionnaire et écologiste avant l'heure. Hein. Ah oui, clairement, parce que... Et donc, ce livre, en fait, on est en 1890 et le téléphone vient d'être inventé. On a quelques postes pour le tester en France. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de l'importance que ça a eu en termes d'impact médiatique? L'illustration, je peux comme ça, j'en profite. Hein. Et donc le téléphone existe. Et là, Albert Robida imagine le téléphonoscope. Le téléphonoscope, c'est quoi? À partir du moment où on peut transporter via un câble le son... Le son, on doit pouvoir transporter l'image. Pourquoi on ne pourrait pas transporter l'image? Et donc le téléphonoscope, c'est un téléphone avec un miroir à image animée, où on va pouvoir voir son interlocuteur en même temps qu'on lui parle. Et donc avec le téléphonoscope, M. Carmouze, on va faire plein de choses. Pourquoi aller à l'école? Pourquoi aller à l'école? On va pouvoir faire de la téléformation. La téléformation, c'est écrit dans ce livre en 1890. Ah oui, c'est très visionnaire, oui. Puis alors, pourquoi Madame Carmouze irait acheter une robe dans un magasin alors qu'elle peut acheter à distance? Alors, on a des dessins où on voit la dame derrière son miroir, inventé, oui. où le vendeur lui présente la robe. Et puis alors, mais il ne se contente pas que de parler de technologie, parce qu'il nous parle pas vraiment du smartphone, parce qu'il n'utilise pas le mot smartphone, mais par contre, il nous parle de la musique qu'on va pouvoir écouter grâce au téléphonoscope, de chez soi, mais éventuellement dans le train, en branchant dans le train. C'est dingue. Et non, mais c'est incroyable. Imaginez la vie actuelle, quoi. Oui, puis alors, ce qui est bien avec Albert Robida, c'est qu'il s'est pas contenté de cette technologie. Il est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il a imaginé, en 1950, une guerre à outrance, où on allait bombarder les villes avec des engins volants, où on allait envoyer des gaz toxiques pour asphyxier l'ennemi, ce qui est quand même inconcevable en 1890.
Donc la guerre 14-18, la guerre 14-18, il la sent déjà venir. Oui. Et la guerre bactériologique. Oui. Il appelle pas ça des bactéries, mais il appelle ça des miasmes, où on envoie des obus pour rendre malade l'ennemi. Oui, c'est ce qui se passe. Puis alors, Monsieur Carmouze, la malbouffe, des usines immenses. C'est incroyable. Des usines immenses qui vont préparer des millions de litres de soupe pour les gens. Et les gens, chez soi, on aura un robinet. Au XXe siècle, la vie électrique. Le robinet, Monsieur Carmouze, vous pourrez ouvrir le robinet et la soupe coulera chez vous. Formidable. Et la pollution de l'air et des eaux. Incroyable. Mais là, oui, c'est pour ça que vous dites qu'il est écolo. Mais tout ça est dedans, mais c'est pour ça que c'est un ouvrage mythique qu'il faut absolument connaître. Je vous presse un tout petit peu, parce que je voudrais qu'on regarde le plan de Paris aussi. Oui, alors le plan de Paris, je vous le donne. Alors c'est le plan de Turgot qui est assez connu. Hein. Bien sûr, ce plan de Paris qui est fait en 1734-1739, qui est le plus grand plan de Paris qui ait jamais été fait. Il fait plus de 3,50 m de haut sur 2,50 m de large. C'est un plan magnifique, mais c'est un plan qui est bien sûr fait en gravure, donc en noir, qui a toujours été fait en noir. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance de trouver un plan qui a été aquarellé à la main. C'est ça, donc il est en couleur. Et donc je l'ai numérisé, donc je l'ai réédité. Voilà, et voici Paris en 1734 et en couleur. Ça montre un peu en 20 planches. C'est par quartier. Hein. Oui, c'est par quartier. C'est bizarre, il y a 20 planches, 20 arrondissements. On comprend pourquoi. Oui. C'est incroyable. Et c'est un plan magnifique. Et alors, il est malheureusement épuisé. Oui, ça se trouve plus du tout. Hein. Non, il est épuisé, j'en ai plus que 2 exemplaires. Il vient d'être épuisé il y a 2 semaines. Et là, vous allez le... Alors, et là, il était à l'échelle 1,5. C'est-à-dire que les planches, je les avais réduites de moitié. Ouais. Par contre, je vais en réimprimer un à l'échelle 1. Double en largeur, double en hauteur. Oui, c'est un travail. Alors, ce que vous me disiez d'ailleurs, ce qui est amusant avec ce genre de livre, c'est pas de regarder ce qui a changé, mais de regarder qu'est-ce qui reste encore de ce plan qui date de 1734-1739 voilà, aujourd'hui. Et il y a des choses qui restent. Hein. J'ai la chance d'avoir les images originales, donc je prends un morceau de Paris, notamment la place des Victoires. Je coupe la place des Victoires, je le prends et je le mets avec Google Maps. Google Earth, et ça correspond. Satellite, et je compare les deux. Ouais. Eh bien, c'est incroyable. Les cheminées des immeubles n'ont pas bougé. Non. Tout le tour de la place de la Victoire n'a pas bougé. Vous avez un dernier ? Alors un dernier pour la route. Parce qu'il faut qu'on se quitte après, malheureusement. Un dernier pour la route. Allez. Alors là, c'est un livre ancien, mais c'est un peu particulier parce que c'est un manuscrit. Ah d'accord. En fait, c'est un tapuscrit, c'est-à-dire c'est un texte original écrit par un auteur qui a été tapé à la machine avec toutes ses corrections. D'accord. Et donc c'est un inédit. C'est tapé à la machine, ça ou Oui, c'est tapé à la machine, ça. C'est un inédit. Je peux vous le montrer ? Alors, c'est très particulier. Ah oui, c'est tapé à la machine. Parce que ça a été écrit par un peintre. Ça a été écrit par un peintre. Ah, voilà le livre. Et puis je vais l'ouvrir. C'est un peintre américain qui est venu dans Paris dans les années 20 et donc qui s'est installé à Montmartre pour peindre et qui nous raconte en partie sa vie. Il y a 24 chapitres, mais en fait, chaque chapitre est consacré à un modèle. Ah d'accord. Il a eu 24 modèles dans sa vie, et 24 femmes en fait, parce qu'en fait ils vivaient ensemble. Ah oui, donc oui. Ah non, mais c'est toute l'histoire de la vie de bohème dans Paris, Montmartre, Montparnasse dans les années 20, les années 30. Ah oui, en fait c'est par prénom. Voilà. En fait, il a voyagé. Cosette, il a emmené ses modèles dans le sud de la France, en Bretagne, Mignonnette. même en Afrique du Nord. Et il nous raconte tout ça. Et c'est un inédit. Et ça fait des années que j'ai trouvé chez un particulier dans la bibliothèque en achetant des livres. Ben oui, comme tous les passionnés de livres anciens, il y a souvent les successions qui permettent. Là, je viens de le numériser la semaine dernière parce que je vais le rééditer, mais tel que, pour qu'on voit les corrections, pour qu'on voit tout ça. Oui, parce qu'il y a toutes les corrections. Oui. Je ne vais pas ressaisir, je ne vais pas recomposer. Et je vais les rééditer parce que c'est vraiment une histoire incroyable. Par contre, ça fait 5 ans que je l'ai, et ça fait 5 ans que j'essaie de retrouver les enfants ou les ayants droit de ce monsieur. Le problème, c'est qu'il s'appelle Brown. Il y a beaucoup de Brown. Alors, son pseudonyme, c'est Paco Moreno. Oui. Mais oui, il s'appelle Frank A. Brown. C'est un peintre américain. Et pour l'instant, j'arrive pas à trouver les descendants aux États-Unis, quoi. Si, il y en a peut-être pas. Il y en a peut-être pas. Avec 20 femmes. Oui, mais t'es légitime, c'est pas sûr. Parce qu'il est retourné aux États-Unis dans les années 40, au moment de la Deuxième Guerre. Je sais qu'il est retourné aux États-Unis en 40. D'accord. Mais là, je suis un peu sec pour retrouver les ayants droit parce que je serais ravi de leur vendre l'objet.
Merci beaucoup, Frédéric Douin. Merci, Patrice. Alors, on peut vous trouver hein, sur je puis donner les noms de domaine. Oui, bien sûr. Alors, livre au pluriel, -ancien au pluriel.fr pour mon stock de livres anciens d'occasion. D'accord. Et édition au pluriel -douin, douin.com pour mes livres neufs. Merci merci de votre invitation et j'étais ravi de faire votre connaissance. Non, puis vous avez raconté une histoire qui est à la fois une histoire de passion puis une histoire humaine. Oui, tout à fait. Voilà. J'espère qu'elle va continuer encore un peu. Oui, absolument. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, au revoir.